Good afternoon, everyone, Bonjour and tout le welcome. monde et bienvenue à notre Just webinaire. before beginning, I want to start with the land Alors, avant de acknowledgements. commencer, je My name is veux Verna commencer McGregor, and en disant que mon as nom you're est about to read, Verna I'd McGregor. C'est l'aîné, Verna like to McGregor. give the land acknowledgement on behalf of the Et Ottawa j'aimerais First reconnaître Nations le Trust. territoire sur lequel nous But sommes I aujourd'hui au want to nom de la give us nation algonquienne. also text from also Ottawa acknowledging our territories Alors, je on veux this reconnaître le fait Minnesota que unceded Ottawa est Algonquin, bâti sur le Nishnawbe, territoire non cédé à Anishinaabe des peoples of the Algonquins. Algonquin Nishnawbe Et les Nation gens de la lived on this nation territory algonquienne for Anishinaabe ont millennia. vécu sur ce Our territoire culture depuis and des presence millénaires have rooted and et continue to notre nurture this culture land. continue And we would à like to prendre honor the soin de peoples cette of terre et the nous Algonquin and aimerions Nishnawbe Nation. honorer et We would also remercier le like to territoire honor et les also membres de la to nation all algonquienne. First Nous Nations aimerions Inuit and honorer toutes les Métis. Premières Nations, les We Métis et honor the les Inuits, ancestors and their valued leurs aînés et legacy and les present aînés et les contributions, ancêtres including to pour today's leur contribution discussion. présente et passée, First, incluant la so conversation que again, nous my allons name is avoir Verna aujourd'hui. McGregor. Alors, encore une fois, mon nom est Verna McGregor. Euh, je parle dans sa langue. I'd like to welcome you to our J'aimerais unceded vous souhaiter lands. la bienvenue sur notre territoire non I cédé. always talk about the significance of Je Ottawa. parle toujours de la First, as signification, Algonquin people, l'importance d'Ottawa pour nous since en tant time que immemorial, peuple algonquin depuis les temps and also immémoriaux. too as well for the birch bark canoe. So Nous our sommes connus pour nos canots Ottawa's d'écorce. Alors, canoe nous voyagions and par so as canot à travers le pays et les rivières. significance of C'était nos Ottawa is that autoroutes. you have the Alors, la confluence signification of d'Ottawa, c'est que First vous avez la Nations and confluence des Algonquin rivières nations qui se led rencontrent et qui by viennent des quatre and too as directions. well we would Avant meet le here contact avec and talk about les Blancs, nous nous rencontrions à Ottawa. Nous parlions de any issues that might ce qui se be passait sur surrounding le Ottawa. territoire, It's les also conflits quelquefois qui avaient a kind of besoin sign that d'être some issues that réglés. we need to C'était discuss quelquefois un may signe qu'il y a cause des some enjeux dont nous avons issues. besoin de parler et So peut-être again, trouver des the solutions. significance of Ottawa is that Alors, confluence encore of une First fois, and Algonquin l'importance et Hillmen la today. signification And we're meeting d'Ottawa here today qui est to à la talk confluence des about rivières. Et an important issue, which nous is nous rencontrons addressing encore une fois aujourd'hui mental health. pour parler So d'enjeux importants I'd like to où nous allons introduce parler de la Minwashin santé mentale. Lodge, which is where we Travaille are à centered Minwashin here in Lodge, qui est Ottawa. le centre d'aide aux And we femmes provide services autochtones for ici à women and Ottawa. children Et that nous are leaving donnons des violence services aux and other enfants et aux femmes et aux services enfants qui vivent des mental problèmes de health as violence, par well. exemple. Donc, nous avons beaucoup de So also services. too as well on Euh, behalf of the et co-sponsors of au this event, I'd nom like to thank the co-sponsors of des this event, parrains which is the Ottawa de Black cet événement, Mental Ottawa Health Coalition. Mental Health Coalition, Where I work, we Minwashin have the Lodge, où je Department of travaille, Health Equity, Crime Prevention Ottawa, Prévention du the crime Social Ottawa, Fund c'est également un of parrain, et le Ottawa. Conseil de Welcome you to our planification first d'Ottawa, segment planification sociale of the d'Ottawa. webinar Alors, series, bienvenue à la to première partie de talk notre about série de webinaires, role models in répondre à honoring la crise de our santé star mentale, actor apprendre here sur in Ottawa. les modèles d'Ottawa et And au-delà. exploration Nous to commençons à welcome regarder this différents issue modèles, of mental explorer health. le problème de la santé Because we mentale. know that as a society, Parce que nous we savons need to qu'en do tant que better société, nous devons to faire serve mieux people facing mental health pour crisis. donner des As a services aux gens student qui font face à des crises de santé mentale. Je it's parle important to note that de ma also the propre Black expérience. and C'est also the important Indigenous communities de have noter que les historically communautés been noires et underserved indigènes and ont de inappropriately façon so historique health services. n'ont pas reçu des services Adoptions de of santé mental mentale health crisis suffisants et adéquats. responses Ne pas avoir suffisamment is d'options pour la a santé matter of mentale, life and death. malheureusement, c'est une It question de is vie our ou de hope mort. that by showcasing some of the Nous existing espérons response que, en vous options montrant here in Ottawa, we are les able solutions as a existantes de society réponse aux crises to de have a santé better idea of mentale, how we can ici et assist ailleurs, our nous allons avoir une meilleure idée de marginalized comment est-ce que nous family, pouvons friends, mieux and servir neighbors. nos familles, I'm nos happy amis, to nos say that voisins we have over marginalisés. 400 Je people suis heureuse de dire que that nous have avons plus registered de for this 400 webinar personnes qui se series. sont So inscrites pour cette série de welcome webinaires all of aujourd'hui. you out there. Alors, je vous souhaite la bienvenue à chacun For d'entre audience vous participation and to pour ensure la that participation de confidential l'audience questions et pour can be s'assurer que les addressed in questions this seminar confidentielles peuvent today, être posées dans we ce are using the Zoom webinaire. question and answer Nous allons function. utiliser la fonction questions et So please réponses de add your Zoom. questions in the Alors, vous question pouvez and rajouter votre answer question at the bottom dans les or questions et réponses en on your bas screen. de votre The écran. question and answer portion will take place
la portion de questions et réponses va se passer pendant la deuxième partie de cette présentation. Vous pouvez également accéder, si vous voulez, à l'interprétation française. Vous verrez que vous avez un petit globe en bas de l'écran. Donc, si vous appuyez sur ce globe, ça va vous donner un choix entre français et anglais et vous pouvez écouter dans la langue de votre choix. And I'd also like to, as well as to ask participants also to make sure J'aimerais you aussi demander aux participants de s'assurer que vous restez en sourdine pendant la durée du webinaire. Alors, pour commencer, nous sommes heureux d'avoir Rachel qui va présenter le Reach Out Response Network. J'aimerais vous présenter notre intervenant aujourd'hui qui est Rachel Bromberg. Pour vous parler d'elle un petit peu, c'est la cofondatrice du Reach Out Response Network à Toronto. Elle est également directeur exécutif de l'Association des services mobiles internationaux. C'est une étudiante en doctorat à l'Université de Toronto et très occupée. Elle travaille également avec le département d'éducation au Centre pour dépendance et santé mentale qui donne des services de désescalation basés sur le traumatisme au personnel qui travaille directement avec les clients. Alors, nous sommes heureux de vous avoir ici, Rachel, et commencer avec vous notre parcours d'apprentissage. Alors, c'est à vous. Merci, Verna, et merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous parler du Reach Out Response Network et du travail que nous faisons à Toronto. Je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Parfait. Alors, je vais commencer juste en parlant un petit peu de l'organisation, vous dire un peu comment nous avons été créés. Je vais parler un petit peu du pilote de réponse aux crises qui va être lancé à Toronto en janvier 2022. Et nous sommes tous très enthousiastes de ce projet. Qu'est-ce que c'est exactement le Reach Out Response Network? C'est l'organisation que j'ai cofondée avec mes collègues à Santé qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui parce que son vrai travail payant avait besoin de lui. Je suis ici pour présenter à sa place. Alors, notre organisation est une coalition d'intervenants communautaires qui est dédiée à faire à la défense et à créer du changement transformationnel au service de crise pour la santé mentale à Toronto. Nous avons travaillé avec la ville de Toronto pour créer et mettre en œuvre un service qui soit dirigé par les pairs. Ce n'est pas un service qui est dirigé par la ville ou la police, mais seulement par les membres de la communauté, incluant les travailleurs en santé mentale, mais aussi des gens qui ont de l'expérience personnelle. Alors, quelle est notre vision? Donc, notre objectif, c'est de développer des services dans la ville et il y a certaines choses que nous essayons de bâtir dans l'équipe. Donc, les équipes vont être accessibles à travers le numéro 911 et également à travers le 211. Ainsi qu'avec leur propre numéro direct. Les équipes vont être disponibles 24 heures sur 24 à travers la ville avec des temps de réponse très rapides une fois que ce sera complètement déployé. Et ce qui est très important, c'est que les équipes vont remplacer l'intervention de la police pour les cas de santé mentale non violents. Alors, le Reach Out Response Network, c'est l'agence qui va s'occuper du service. Nous sommes un organisme à but non lucratif, un organisme de défense. Ce que nous essayons de faire, c'est de donner à la ville ce que la communauté veut voir dans ce nouveau service, ainsi que nous nous considérons comme des experts dans le domaine. Donc, nous faisons de la recherche, nous partageons l'information, les données que nous trouvons, les meilleures pratiques avec le personnel de la ville afin de les aider à développer l'équipe la plus efficace possible pour répondre aux crises de santé mentale, mais nous n'avons pas directement donné le service. C'est qui nous sommes. Le Reach Out Response Service est dirigé par Asante et moi-même. Asante est beaucoup plus grand que moi, je suis très petit, donc la photo est correcte.
Nous avons à peu près 400 volontaires. Donc, à Santé et moi-même, nous sommes des avocats pour la santé mentale. Et bien entendu, le Reach Out Response Network, ce n'est pas que nous. Nous avons un conseil consultatif qui est fait de leadership qui inclut des gens avec beaucoup d'expertise, incluant des policiers, des membres retraités, par exemple, et des membres actuels de la police de Toronto. Nous avons 6 panels consultatifs qui sont vraiment la base de l'engagement communautaire que nous sommes en train de faire. Donc, nous avons des panels consultatifs. Nous avons un panel consultatif spécifique pour la communauté noire, un autre spécifique pour les indigènes, un autre pour les utilisateurs du service, un autre pour les membres qui ont eu des problèmes de santé mentale, un conseil pour les pourvoyeurs de services qui travaillent avec ces communautés. Et nous avons un panel spécifiquement pour les avocats du travail de pair. Alors, la genèse de notre organisation et le travail que nous faisons à Toronto. Alors, nous avons commencé en 2018, le Reach Out Response Network, la graine, disons, c'était à la fin de 2018, à Santé et moi-même. Nous travaillions ensemble à une agence de santé mentale pour les jeunes qui s'appelait Stellar Place à Toronto. Et nous avions travaillé dans le domaine de la santé mentale depuis longtemps. Nous avons fait beaucoup de travail tous les deux sur les situations de crise en particulier. J'ai travaillé à des services de prévention du suicide, par exemple, pendant de nombreuses années. Et une des choses que j'ai remarqué quand je travaillais sur les lignes de crise, c'est que souvent, les gens appelaient et ils disaient qu'ils avaient des idées suicidaires, par exemple. Je posais plus de questions parce que j'ai essayé de comprendre où ils étaient, comment je pouvais les aider. Et très souvent, les gens me disaient, je ne suis pas confortable de vous parler parce que j'ai peur que si je vous dis quelque chose, si vous dis quelque chose, vous allez appeler le 911 et la police va débarquer chez moi. Alors peut-être qu'ils ont déjà eu cette expérience avec la police dans le passé, peut-être qu'ils vivent dans une communauté où il y a beaucoup de police, ou peut-être qu'ils ont juste entendu des histoires de gens qui ont eu des mauvaises expériences avec la police et ils ne voulaient pas que ça leur arrive. Donc, j'ai vraiment vu ça comme un obstacle au fait que les gens avaient besoin d'obtenir l'appui, l'aide dont ils avaient besoin quand ils sont en crise. Donc, nous avons parlé de ça avec la synthèse. Nous nous sommes dit, il y a probablement quelque chose que nous pouvons faire. Ce n'est pas juste quelque chose de statique qui est inévitable, qui existe de partout, qui a toujours existé et qui existera toujours. Il y a probablement d'autres endroits autour du monde qui font un meilleur travail que nous pour répondre aux crises de santé mentale. Donc, ça nous a mené à commencer cette recherche dans d'autres villes et la façon dont d'autres villes s'occupaient des crises de santé mentale. Et nous avons entendu parler d'une organisation euh, en Oregon, à Eugene, en Oregon. Et nous avons entendu parler d'un programme qu'il dirigeait depuis 32 ans et qui envoyait des travailleurs, des spécialistes en crise, plutôt que la police pour répondre aux appels de crises de santé mentale dans leur communauté. Et ils sont là depuis très longtemps, qu'ils ont été intégrés dans les services de la ville, donc ils sont accessibles à travers le 911 sur la ligne non urgente pour les situations non urgentes de la police. Et ils ont été capables de répondre à énormément d'appels. En 2019, ils ont répondu à 20% des appels 911 dans toute la ville. Donc, nous étions très enthousiastes quand nous avons entendu parler d'eux. Nous nous sommes connectés, nous avons fait une connexion avec eux et nous leur avons demandé qui d'autre fait un travail similaire. À part cela, nous avons connecté avec d'autres villes à Washington, dans l'État de Washington, au Colorado, d'autres villes qui ont bâti des équipes similaires ou qui étaient en cours de bâtir des équipes similaires. Donc, ça a été le début de notre travail de réseautage international. Et nous avons commencé à faire de la recherche sur la littérature et nous avons commencé à examiner les meilleures pratiques, à faire du réseautage avec la ville de Toronto pour parler aux gens ici, pour essayer de comprendre quel était le système de crise, à quoi ça ressemblait et s'il y avait des opportunités de faire ce type de changement. Et Eugene, Oregon,
C'est une ville de moins de 200 000 personnes. Donc, nous nous sommes posé la question, comment est-ce qu'on peut adapter le travail qu'ils font là-bas pour travailler de façon efficace dans une ville qui est aussi grande et diverse que Toronto. Alors, en 2019 et au début 2020, notre idée n'était pas très populaire. Les gens n'étaient pas très intéressés. Les intervenants dans le gouvernement qui s'occupaient en général des services de santé mentale disaient que ce type de projet, c'était une idée qui était OK, mais c'était cher, ça prendrait beaucoup de temps, on n'avait pas besoin de ça. Il n'y a rien qui ne fonctionne pas avec notre système courant. Pourquoi changer les choses? Pourquoi réparer les choses qui ne sont pas brisées? Cependant, en mai 2020, après la mort de George Floyd, après la mort de 5 Canadiens qui avaient des problèmes de santé mentale sur une période de 10 semaines, entre avril et juin, d'un seul coup, Toronto et beaucoup d'autres villes à travers le Canada et à travers les États-Unis, à ce temps-là, se sont retournés complètement changé d'avis et d'un seul coup, ils voulaient intégrer ce type de service auquel ils résistaient pendant des années avant cela. Donc, à Toronto, notre conseil de ville a passé une résolution unanime pour commander un rapport sur comment bâtir ce type d'équipe à Toronto. Et c'est là qu'Ascenté et moi-même, ça faisait presque 2 ans que nous avions fait ce travail. Nous avions ce réseau international avec d'autres villes. Et nous leur avons dit, on a fait toute la recherche déjà, donc on peut vous aider. Donc, on a été incorporé comme, on s'est incorporé comme un organisme à but non lucratif de façon officielle. Nous avons obtenu un contrat avec la ville pour faire de l'engagement communautaire et aussi nous avons créé un rapport. C'est probablement la prochaine diapo. Nous avons signé un contrat avec la ville de Toronto pour préparer ce rapport sur ce que la communauté voulait voir dans une nouvelle équipe de réponse aux crises de santé mentale, ainsi que quelles étaient les meilleures pratiques internationales, que disait la recherche, etc. Donc, ce rapport, si vous êtes intéressé à le lire, c'est un long rapport. C'est 92 pages. Je l'ai écrit moi-même. Ça m'a pris plusieurs semaines. C'est disponible sur notre site internet reachouttoronto.ca si vous êtes intéressé. Alors, le travail que nous avons fait pour écrire ce rapport, c'est que nous avons tenu 18 nous avons assisté à 18 conseils de ville avec toutes sortes de communautés différentes. Donc, le premier conseil de ville que nous avons fait, c'était avec la communauté noire. La deuxième, c'était avec les communautés indigènes. Nous avons aussi fait un sondage que nous avons distribué aux partenaires de différentes organisations pour qu'ils distribuent à la population des sans-abri, par exemple. Et nous avons fait un autre sondage pour la communauté des non-entendants. Nous avons fait un partenariat avec une communauté qui travaille avec la communauté des non-entendants. Nous avons fait un conseil de ville pour eux également. Nous voulions vraiment rejoindre les communautés sur lesquelles ce nouveau service aurait le plus d'impact. Donc, les étudiants, les autistes, les étudiants à l'école secondaire, les personnes avec des problèmes de développement, ainsi que les communautés des Noirs, les indigènes, les utilisateurs de services, ainsi que les consultations qui étaient ouvertes aux membres de la communauté en général, n'importe qui était intéressé avait quelque chose à dire. Donc, nous avons fait tous ces conseils de ville, nous avons fait 2 sondages, on avait fait 150 entrevues individuelles et nous avons créé notre panel consultatif. Nous avons consulté sur ce qui devait être inclus dans le rapport. Et finalement, nous avons créé le rapport que nous avons alors partagé avec la ville. Ils ont suivi toutes nos recommandations, ce qui était un bon signe pour nous. Et ça, il y a eu une résolution au conseil de ville pour qu'en février de cette année, le conseil de ville a voté de façon unanime pour bâtir cette équipe, ce type d'équipe dont je vais parler. Donc ça, c'est certains des partenaires que nous avons eus, des organisations de santé mentale à Toronto et dans l'Ontario,
ainsi que des membres du conseil de ville. Une des choses que l'organisation a faites, c'est que nous avons rencontré avec chacun des conseillers de la ville de Toronto, euh, presque tous en tout cas. Euh, Beaucoup d'entre nous, je l'avais rencontré plusieurs fois pour partager de l'information sur ce type de service, pour qu'ils soient bien informés quand ils allaient voter. Parce que ce qu'on a réalisé, c'est que beaucoup de gens avaient juste des misconceptions sur ce qui se passait, le travail que ça nécessitait. Beaucoup de gens ne pouvaient pas voir, pensaient que ce type d'appel était dangereux, par exemple. Il pouvait y avoir quelqu'un avec un couteau euh, sur un appel. Et ce que nous savons, c'est que 89% des appels liés à la santé mentale qui sont faits au 911 n'impliquent aucune forme de violence et aucune forme d'arme. Il n'y a aucun risque. Donc, on voulait juste partager cette information avec les conseillers municipaux et avec la communauté en général pour que quand les gens prenaient leurs décisions sur comment voter sur cette motion, sur cette résolution, qu'ils le fassent de façon informée plutôt que de se baser sur la propagande des médias. Donc, le Conseil a passé la résolution de façon unanime et nous avons continué à prioriser notre engagement avec les communautés noires et indigènes en particulier. Beaucoup du travail que nous avons fait dans la dernière année, ça s'est concentré sur comment connecter avec ces communautés et s'assurer que nous priorisions ces voix dans nos consultations et dans tout le travail que nous soumettions et toutes les recommandations que nous faisions. Alors, le conseil de ville a voté oui pour développer cette équipe. Donc, je vais parler un petit peu du pilote qui va se passer à Toronto. Donc, il va y avoir 4 pilotes, projets pilotes différents qui vont être lancés en janvier 2022. Les pilotes vont être dans 4 différentes parties de Toronto. Une des équipes va être une équipe dirigée par et pour les indigènes, la communauté indigène. Donc, le pilote, les équipes vont prendre les recommandations. Ça va être accessible à travers le 911. La ville travaille pour que ce soit accessible à travers le 211 et pour qu'il y ait nous développons un numéro direct également. Ça ne va pas être opéré par la ville. La ville va être un partenaire. La ville va faire des partenariats avec des agences dans chacune des zones que nous voulons couvrir pour essayer de livrer les services. Donc, ça va être un processus de puzzle un petit peu où les agences, donc chacune des zones couvertes, vont dire, OK, je devrais diriger ce service dans ma communauté. Le personnel de la ville vont déterminer quelle agence va finalement diriger le service. Donc, il va y avoir beaucoup de travail pour engager, former le personnel. Ils vont décider à quoi le service va ressembler dans la communauté spécifique. En janvier l'an prochain, ces équipes vont être déployées dans les 4 zones différentes et il va y avoir un évaluateur, un vérificateur indépendant, un tiers parti, en fait, qui va évaluer le projet. Et il va y avoir, bien sûr, des rapports annuels tous les ans qui vont revenir au conseil de ville et qui vont parler du progrès qui est fait avec ces équipes. Et en assumant que tout va bien, l'espoir, ce que nous espérons, c'est que ces équipes vont être augmentées. Donc, d'ici 2026, nous espérons que les équipes vont être présentes dans toute la ville pour que n'importe qui à Toronto qui appelle et qui dit j'ai mon partenaire a une crise de santé mentale, ce sera toujours nos équipes qui vont se présenter et non pas la police. Alors, le Reach Out Response Network espère continuer à aider la ville avec le déploiement et la mise en œuvre, avec plus d'engagement communautaire, avec d'autres conseils de ville, par exemple. Et une autre chose que nous faisons, donc le Reach Out Response Network, c'est l'agence de base pour l'Association de réponse aux crises internationales. Donc, c'est en fait notre réseautage international qu'on a fait, ça fait 2 ans, on n'avait que 6 villes, incluant nous. Et maintenant,
Nous avons 60 villes à travers le Canada et les États-Unis qui font partie de ce réseau et qui ont des équipes d'intervention alternatives ou qui sont en processus de bâtir ces équipes. Donc, notre association se réunit 2 fois par mois. On peut parler de différents sujets. Nous partageons des ressources, nous partageons de l'information. Nous sommes toujours un peu au début du processus, on est toujours en train de développer les infrastructures. Et certaines des choses qu'on aimerait faire dans les premiers stages de la planification, c'est de faire un répertoire de ressources et de faire une espèce de cartographie pour savoir quelles villes aux États-Unis et au Canada ont ce type de programme et la façon dont les gens peuvent y accéder, plutôt que ce soit juste dans ma tête et que tout le monde m'envoie un courriel et me demande qui fait quoi où. Donc, c'est une des choses que nous espérons d'assembler, euh, ainsi qu'avec des études systématiques de recherche qui vont suivre 15 ou 20 villes différentes qui ont récemment commencé à utiliser ces programmes afin de mesurer les résultats à travers la ville et d'essayer de vraiment bâtir l'approche basée sur la preuve pour ce type d'équipe. Alors voilà ce qui se passe à Toronto et au niveau international et dans notre organisation. Voici notre contact si vous êtes intéressé. Notre site internet, c'est reachouttoronto.ca. Si vous voulez lire le rapport, par exemple, il est sur notre site internet. Si vous voulez m'envoyer un courriel, vous avez mon adresse courriel à l'écran. Et pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, si vous savez qu'il y a du travail qui se fait dans votre communauté pour bâtir ce type d'équipe d'intervention, et si vous voulez commencer à faire ce travail et vous voulez une connexion avec l'association internationale de réponse aux crises, vous pouvez m'envoyer. Donc maintenant, nous en sommes à la période de questions. C'est formidable, Rachel. Peut-être que je vais arrêter de faire des allocations publiques moi-même. Donc, la première question que j'ai moi-même, et vous avez déjà parlé du rapport, c'était à la fin de votre présentation. Quelqu'un voulait savoir si les diapositives peuvent leur être envoyées après la présentation. Donc, la présentation PowerPoint, ils peuvent vous contacter, j'imagine, et vous allez envoyer la présentation. La deuxième question que j'avais, c'est est-ce que ce modèle de réponse peut être mis en œuvre à travers l'Ontario? Et encore une fois, est-ce qu'il y a un travail de défense qui peut se faire pour cela? Ou est-ce que ça se fait dans chaque région? Alors, pour notre projet pilote, ça va être seulement à Toronto, pas à travers la région de Toronto, parce que le financement, pour l'instant, provient de la ville de Toronto. Donc, pour les gens qui sont intéressés à bâtir des équipes similaires dans leur communauté, parlez à vos conseillers municipaux. Il y a beaucoup de villes en Ontario qui sont intéressées ou qui ont même commencé à faire ce travail. Mais autant que je sache, ça se passe essentiellement de façon locale, plutôt que quelque chose qui va s'étendre à la province. Merci. Deuxième question que j'avais, si on voulait faire partie de votre équipe, comment est-ce qu'on fait la demande? Très bonne question. Donc, le Reach Out Response Network, ce n'est pas nous qui allons donner le service. Il va y avoir différentes agences à Toronto qui vont donner le service. Une fois que ces agences ont été choisies, elles n'ont pas encore été sélectionnées. Une fois il va y avoir un processus de sélection qui va commencer le mois prochain. Une fois qu'elles auront été sélectionnées, ce travail, ça va être publié et si vous enregistrez sur notre site internet, sur notre liste de courriels, on va partager cette information, donc vous l'aurez en temps réel. Prochaine question de Sarah. Elle a dit comment est-ce que vous avez commencé ce travail et comment est-ce que vous avez obtenu l'approbation de la ville de Toronto? Bonne question. Je ne sais même pas comment répondre à cette question parce que il y avait un petit peu de chance, il y avait un facteur chance impliqué là-dedans.
ça a été le bon moment, disons. On a fait notre incorporation en tant qu'organisme à but non lucratif en mai. On a eu un petit peu, on était en première page de Toronto Star, donc on a eu de l'attention des médias. Et quand ça s'est passé, on a beaucoup de gens qui sont venus voir notre site internet et qui voulaient devenir des bénévoles avec nous. C'est comme ça que notre réseau a commencé au début. Et comment est-ce que nous avons réussi à convaincre le personnel de la ville d'embarquer là-dedans? Ben, on a envoyé des courriels aux gens qu'on connaissait et on savait qu'ils travaillaient déjà sur ces dossiers, qui ont déjà fait on leur a dit qu'on avait déjà fait la recherche et qu'on était intéressé à les aider. Ils étaient très ouverts à nous rencontrer. Ils ont rapidement vu que nous avions beaucoup de connaissances dont ils pouvaient profiter. Pour ce qui est des gens dans les autres villes qui ont fait ce type de travail, et ce qu'on recommande, c'est de faire une présentation aux villes. Donc, moi, je trouve trouver un groupe de personnes qui sont intéressées dans ce que vous faites, réunissez-les, essayez d'avoir le plus de publicité, de faire le plus de publicité possible et connectez-vous avec les gouvernements municipaux. Au début, nous pensions qu'ils ne voudraient pas nous parler, que ce serait difficile connectés, mais en fait, ils voulaient tous nous rencontrer. On a eu rapidement des rencontres avec la plupart, presque tous les conseillers municipaux. Donc, ce n'est pas si effrayant qu'on peut le penser donc, c'est comme ça qu'on a vraiment pris du momentum et qu'on a bâti notre réputation dans le gouvernement et dans la ville. Ils voulaient vraiment savoir entendre ce qu'on avait à dire. On a beaucoup de questions. Il y a à peu près 30 questions qui sont en train de rentrer. Donc, on va essayer d'en répondre le plus possible dans le temps que nous avons. Une question à laquelle j'ai regardé, c'est une longue question. Il dit bonjour Rachel, merci de votre présentation, c'était formidable. Qu'est-ce que vous avez dit aux conseillers municipaux sur ce qui s'est passé pendant les 11% d'appels qui sont violents ou qui ont le potentiel d'être violents? Par exemple, si quelqu'un appelle le 911 ou le 211 et disent mon père est en crise, il a un couteau, mais je ne pense pas qu'il va faire mal à qui que ce soit d'autre que lui-même. Qu'est-ce qui se passerait dans une situation comme ça? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la logistique de ce qui va se passer dans une situation telle que celle-ci? C'est une excellente question et c'est une question dont, à ce point, nous n'avons pas une réponse très claire. Pour l'instant, dans le projet pilote, la police va toujours répondre à ce type d'appel. Bien entendu, ce n'est pas une situation idéale, ce n'est pas le type de situation dans laquelle nous voulons finir. Une fois que le pilote a été déployé, ce n'est pas l'objectif, cela, mais au début, et c'est la façon dont nous avons été capables, je dirais, d'avoir beaucoup d'appui dans notre communauté. On a commencé en se concentrant, si on sait par exemple que des données, que 89% de ces appels sont non violents et n'impliquent pas d'armes, nous allons commencer là. Ça, c'est quand même 89% des appels qui clairement n'ont pas besoin de réponse de la police. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de risque, il n'y a pas aucun besoin que la police soit là. Donc, on va commencer avec ça. Après, on pourra avoir une conversation sur les 11%. Peut-être que euh, il y a certains de ces appels auxquels une équipe civile pourrait répondre seule. À Eugene, par exemple, ça se passe déjà. Ils répondent déjà à ce type d'appel. Quelquefois, il peut y avoir aussi un modèle de réponse partagée, ou peut-être qu'un policier peut être présent, mais également un membre de l'équipe de santé mentale qui va l'accompagner. Donc, encore une fois, c'est encore à des stages c'est encore nouveau à Toronto, mais au début, quand on fait le travail de promotion, il faut expliquer que c'est un pourcentage, un petit pourcentage des appels et que ce qu'on va faire maintenant, c'est se concentrer sur la majorité des appels après avoir bâti le système qui fonctionne pour la majorité. Donc, vous avez quand même un système de sécurité. Donc, la prochaine question, une autre question, c'était quelles sont les différentes hypothèses qui sont testées dans les différents pilotes à Toronto? Est-ce qu'il y a différentes techniques qui sont appliquées
ou est-ce que c'est juste des différences géographiques? Un exemple, c'est est-ce qu'il y a une différence par rapport aux indigènes? Est-ce que c'est différent pour, basé sur les populations? C'est également une autre bonne question et nous n'avons pas encore une réponse, définitive, mais les recommandations qui ont été faites, c'est d'essayer différentes approches, dans les zones de pilote. Ce sont encore une fois des pilotes qui ne ça n'a pas été déployé encore. Donc on est toujours en train de discuter sur où il pourrait y avoir des modifications, en particulier basées sur où se trouvent les communautés individuelles, qui vont être servies. Une des choses qui va être, différente, bien sûr, les agences communautaires vont être différentes. On espère que un des pilotes, par exemple, l'agence partenaire va être une agence qui se concentre spécifiquement sur, les communautés noires, par exemple. C'est une des choses qu'on essaye de faire. Et bien entendu, le pilote pour les communautés indigènes, on espère que l'agence va être une agence qui donne des services à la population indigène. Mais la vraie réponse, c'est qu'il est trop tôt pour le dire. Je travaille pour les organisations indigènes et ce qu'ils ont leur recherche dit qu'il y a beaucoup d'importance sur le fait que les travailleurs doivent être formés dans le domaine du traumatisme, ainsi que la colonisation, l'histoire de la population. Il y a d'autres segments qui ont différents euh, historiques. Donc ça pourrait être, quand on répond à une situation de traumatisme, ça pourrait être important, par exemple. Il y a une autre question ici. Ça, c'est sur Eugene, Oregon, le modèle de l'Oregon. Et c'est de Michelle Brandridge. She's asking Elle if a working demande model has been working for so si long as Eugene travailler, si ça fonctionne depuis 32 ans à Eugene, Oregon, pourquoi est-ce que ça a pris tellement de temps pour être répété ailleurs, ce modèle? Très bonne question. Je dirais, parce que la plupart des gens n'ont jamais entendu parler de Eugene, Oregon. C'est probablement la réponse. Je ne sais pas. Donc maintenant, ils travaillent, à Kahoot travaille avec toutes sortes d'autres villes pour les aider à développer ce modèle, mais ils ont commencé, ça a commencé seulement en 2017 et il y avait qu'à ce moment-là, c'était les villes qui étaient proches, comme Portland, Washington, etc. D'autres villes dans cette zone géographique ont commencé à adopter le modèle. Mais je pense que la réponse la plus simple, c'est que la plupart des gens n'ont jamais entendu parler de ce modèle. Les gens souvent ne pensent pas de façon créative après la mort de George Floyd, essentiellement, et après les conversations qui se sont passées au Congrès. Beaucoup de gens qui n'avaient jamais entendu parler de Eugene, Oregon, ont d'un seul coup se sont intéressés à eux. and and the other questions are too as well now. L'autre question, As you've taken a model from Eugene, donc si vous Oregon, prenez un modèle de Eugene, Oregon, have there's one question too for Ray Sullivan is what kinds of resistance have you met et when you quel were type de résistance avez-vous rencontré quand vous avez amené ça à la ville de Toronto? Il y a beaucoup de gens qui n'avaient jamais entendu parler de Eugene, Oregon. Pourquoi est-ce que c'est important? Pour nous, il y avait beaucoup de scepticisme. Les gens étaient très sceptiques à savoir comment on pouvait prendre un modèle qui fonctionne dans une ville de 170 000 personnes et l'adapter à une ville de 3 millions d'habitants. Il y a aussi heureusement, il y a le fait que New York, Chicago, Los Angeles sont des grandes villes aux États-Unis qui sont en train de bâtir des modèles similaires. Donc, c'était un point de résistance, si vous voulez, c'était de démontrer comment on pouvait modifier le système pour répondre aux besoins de communautés très spécifiques et très différentes à Toronto, comme la population noire. Euh, Nous avons une ville où il y a il y a une minorité et une majorité. Il y a beaucoup de nouveaux immigrants, par exemple, à Toronto, beaucoup de diversité. Donc, c'est toutes ces considérations qui doivent être prises en considération, toutes sortes de considérations qui ne doivent pas être oubliées, et qui n'existent pas à Eugene, Oregon. L'autre résistance, c'était les risques de violence. Et
ils disent: «Oh, attendez, attendez qu'un travailleur social se fasse tuer et on verra». Donc il y a pas vraiment grand-chose qu'on puisse répondre à ça pour convaincre, les gens qui disent ce genre de choses. On a essayé, de ramasser le plus, de collecter le plus de données possible sur, quel pourcentage d'appels 911 implique, la violence et les armes, mais également à connecter avec l'équipe qui font déjà ce travail et leur demander quel est le taux de blessure, à votre personnel. En général, la réponse est soit zéro, soit très proche de zéro. Donc, Kahoot, ils nous disent qu'en 24 000 appels, ils ont eu peut-être un ou deux appels où il y avait des blessures très mineures. Et en général, c'est assez typique représentant des équipes avec lesquelles nous avons consulté. Il n'y a jamais eu de blessures graves, d'hospitalisation avec aucun intervenant dans aucune de ces équipes sur 32 ans. Donc, on a publié un rapport qui souligne cela. On a créé un graphique, on a créé toutes sortes d'informations facilement accessibles sur notre site Internet. Je ne pense pas que le fait qu'on partage les données, ça soulage les gens parce que c'est plus une peur qui est créée par les médias, par des exagérations, etc. Donc, mais c'est une question. À chaque fois qu'on fait une conférence de presse, c'est en général la question principale qui est posée et les commentaires sur les vidéos YouTube, également. Travailler avec l'autre aussi, comment est-ce qu'on peut travailler avec la police. Un des obstacles, c'est de travailler avec la police pour que ces appels soient dirigés de la bonne façon. La police de Toronto, en général, et dans la plupart des villes, sont très sympathiques à notre approche. Les policiers n'aiment pas répondre à ce type d'appel. Ils ne veulent pas aller voir une personne suicidaire. Ils savent que ce n'est pas leur spécialité. Mais juste essayer de trouver un système pour que ce genre d'appels soient transférés ailleurs, c'est un problème quelquefois de logistique. J'imagine aussi que la police serait contente d'avoir ce service parce que très souvent, ils doivent accompagner des clients, des gens à l'hôpital, par exemple. Et, ils doivent attendre avec eux et quelquefois, il y a 4 ou 5 heures d'attente dans les hôpitaux. C'est pire avec la pandémie. J'ai une autre question, j'essaye d'inclure plusieurs questions ensemble. Was there any research done in the Est-ce needs qu'il y a de la recherche qui a été faite sur les besoins de la communauté LGBTQ, plus 2S, et aussi consulter les jeunes en famille d'accueil? Donc, notre agence n'était pas la seule agence qui faisait de l'engagement communautaire et des conseils municipaux pour la ville, des conseils de ville. Je pense que c'était une organisation comme 519 qui se spécialise pour travailler avec la communauté LGBTQ et qui a fait des engagements communautaires spécifiques pour la communauté LGBTQ. Des organisations qui travaillent avec avec cette communauté depuis des années. Ils ont déjà la confiance de cette communauté. Et bien entendu, ils vont être plus efficaces pour travailler avec la communauté qu'une organisation nouvelle. Avec les jeunes, je ne sais pas s'il y a un engagement spécifique qui a été fait avec les jeunes en famille d'accueil. Je sais qu'on a fait des entrevues individuelles avec les jeunes, mais il y avait aussi d'autres organismes qui étaient impliqués de façon assez importante, comme le Toronto Youth Network et d'autres organismes qui se spécialisent dans l'engagement avec les jeunes. L'autre question, c'était comment est-ce que c'est différent de quelque chose comme les équipes de réponse à la crise qui existent déjà? Très, très bonne question. Alors, la façon que c'est différent, c'est que ça va être accessible à travers le 911. Et nous avons travaillé sur différentes lignes d'appel et nous savons que les démographiques et les gens qui appellent les lignes d'aide et les gens qui appellent le 911 sont des personnes différentes. Nous savons que la majorité des appels c'est la personne en crise qui va appeler les lignes, par exemple. Peut-être qu'il y a
10 ou 20% des appels qui sont faits par des tiers parties, des amis, de la famille, etc., qui appellent au nom de la personne en crise. Mais nous savons que les appels au 911, il y a à peu près que 16% de ces appels qui sont placés par la personne en crise elle-même. Le 30%, c'est les amis et la famille, le 30%, c'est des pourvoyeurs de services et 25%, c'est des gens, des témoins qui ont vu quelque chose qui se passait, qui décident d'appeler la police. Alors, beaucoup des appels qui sont faits au 911 par les pourvoyeurs de services et les passants, etc., ce n'est pas des gens qui vont jamais appeler la ligne de support. Donc, si c'est une équipe, s'il n'y avait que la ligne d'aide en santé mentale, à ce moment-là, on ne rejoindra jamais ces personnes. Et d'expérience, les gens nous disent qu'ils ne connaissaient pas un autre numéro autre que le 911. Ils nous ont dit aussi qu'en situation de crise, peut-être qu'ils savaient qu'il y avait d'autres services, comme le centre Gunstein à Toronto, par exemple, mais en moment de crise, ils ne se souvenaient pas que ce service existait ou du numéro de ce service, ou ils savaient que le service existait, mais ils ne l'ont pas appelé parce que ils se sont dit, il faut vraiment une ambulance, un hôpital ou la police pour aider mon ami ou le membre de ma famille. Et donc, la différence, c'est vraiment que nous essayons de diverger les appels au 911 à la source. Pour l'instant, il y a eu 33 000 appels de santé mentale à la police, sans violence, juste des appels de santé mentale jusqu'à 11 000 appels. Ça incluait 11 000 appels strictement pour des personnes suicidaires. Donc, c'est des appels qui rentrent au 911, qui ne vont pas aux lignes de crise. Notre objectif, c'est vraiment de les diverger. I have another question too, as well as C'est une autre question également. if funding could come Si le financement Ottawa, vient would d'Ottawa, your organization be willing to est-ce que facilitate votre this organisme serait there? prête Also, did à créer meetings une branche à with Ottawa the counselors in Toronto, ou or was it through the est-ce que vous LRPs avez also eu des negotiate réunions direct with directement avec les councillors conseillers if municipaux à funding could come Toronto ou est-ce from que ça a été fait à travers euh, le travail de défense et d'où vient votre financement? Ah, désolé, mais il y a beaucoup trop de questions. Je vais répondre une à la fois. if funding could come from Non, mais si le financement pouvait être offert à Ottawa, est-ce que votre organisation serait prête à here, faciliter la création d'une équipe similaire ici à Ottawa? with the counselors Est-ce que vous avez pris des réunions avec les conseillers à Toronto ou est-ce que c'est l'organisation de défense des droits des personnes qui ont... Non, nous sommes l'organisation de défense. C'est nous qui avons organisé les réunions avec le conseil municipal à Toronto. Et il y a des gens dans notre réseau qui ont également planifié leurs propres réunions. Nous savons que les membres du Parlement sont très contents de nous rencontrer pour parler de ça. Donc, nous avons essayé de rejoindre le plus de personnes possible et ça a bien fonctionné. Si vous avez besoin de l'aide pour développer quelque chose de similaire à Ottawa, contactez-moi et nous pouvons en parler. I have another good question. J'ai une autre bonne question. Will the agencies partnering with the pilot Est-ce que programs l'agence va faire des to not call the police? partenaires? Est-ce que les agences qui font ce type de partenariat peuvent avoir un engagement de ne pas appeler la police? La réponse est non. Probably not. It was Highly unlikely. Ça ne va probablement pas se passer. I am a pretty pragmatic person, I'm Je gonna suis une say. personne très pratique. That's sort of the attitude that I take to this kind C'est le type d'attitude que j'apporte à mon travail. Et ce qu'on a vu à Kahoot, c'est avec d'autres services, comme je l'ai dit, c'est que l'intégration de 911 pour ce type de modèle est essentielle si vous voulez diverger ces appels à la source. alternative to police Ne voulez response. pas juste créer une alternative à la réponse de la police, mais remplacer le travail de la police. Il faut être capable d'obtenir les appels à partir du 911. Et pour la plupart des juridictions, à Toronto en particulier, c'est 911
have some kind est of dirigé par la police et il faut avoir une relation avec la some police. kind of trust Il faut built avoir with une them. relation de confiance que vous bâtissez avec la police. C'est ce qu'on And voit avec Cahoots, avec le modèle de Washington quand ils ont commencé également. their crisis workers, like, Euh, leurs équipes avaient leurs travailleurs de crise qui travaillaient, qui se promenaient avec la police pendant 6 mois pour voir le type de travail que la police faisait avant de commencer à faire des appels eux-mêmes. Parce qu'ils voulaient que la police les connaisse, les voie et comprenne qu'ils sont capables et compétents de répondre à ces appels. Au début, la police était réticente. Ils ne savaient pas qui ils étaient. Ils pensaient que c'était des travailleurs sociaux, des hippies, et qui ne seraient pas capables de répondre. Et quand ils ont commencé à les connaître et à les voir travailler, ça les a beaucoup rassurés. Et ils ont commencé à répondre aux appels auxquels la police ne voulait pas répondre. Et ils ont été surpris de façon positive. Donc, si vous voulez que ces équipes travaillent de façon efficace, il faut avoir une relation amicale. J'aime pas dire ça, mais une relation amicale avec la police. Si vous voulez vraiment qu'ils arrêtent de répondre aux appels. That Ça was m'amène à asked. la prochaine question. Should there be a special unit in police Est-ce qu'il devrait y services? avoir une unité spéciale de la police qui soit formée dans ces interventions et qui soit dédiée à participer à ces appels ou à ces séances? Donc, est-ce qu'il y a vraiment une formation spéciale pour que la police puisse utiliser ces formations pour la police And to act in tandem with you too as well. et pour qu'ils puissent travailler en tandem avec vous? Oui, alors ce type de modèle existe déjà à Toronto et dans beaucoup d'autres villes, que ce soit un modèle de co-réponse où la police va être accompagnée par un travailleur de santé mentale pour répondre aux appels, ou un modèle CIT où nous avons où il y a des policiers qui sont formés spécialement pour cela. Et parce que je suis pratique encore, et les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais je pense que ce type de programme, réalistiquement, ça opère sur un continuum où on a des appels moyens qui vont directement à l'équipe civile. Vous avez 89% des appels non violents, peut-être quelques pourcentages de plus qui vont directement à l'équipe civile. Et là, vous avez le modèle de co-réponse où vous avez des policiers formés spécialement qui peuvent répondre aux appels où il y a peut-être plus de risques de violence envers quelqu'un d'autre, pas juste la personne en crise, et où peut-être une équipe civile ne va pas se sentir confortable, certaines civils dans l'équipe peut-être peuvent diriger le processus de déescalation, mais vous ne voulez jamais être dans une situation où votre équipe civile devrait avoir à utiliser la force physique. Vous ne voulez jamais créer cette situation où les civils doivent vraiment intervenir physiquement. Vous voulez vraiment que votre équipe civile n'ait jamais à restreindre à qui que ce soit. Ce n'est pas une bonne situation. Vous ne voulez pas que votre équipe civile touche les gens sans leur consentement parce que ça détruit la confiance. Si vous êtes dans une situation où quelqu'un a un comportement violent et qu'il y a une restreinte qui doit être appliquée, vous ne voulez pas que ce soit vos civils qui aillent répondre à ces appels seuls parce que ça détruit la confiance avec l'équipe civile. Et là, ça revient à la prochaine question. Est-ce que vous pensez que connecter cela au 911, ça va quand même créer des problèmes de confiance? Peut-être que les gens vont peut-être avoir peur que la police débarque quand ils appellent, s'ils utilisent le 911. Oui, c'est pour ça que nous voulons vraiment des points d'accès multiples pour que les gens puissent complètement éviter d'appeler le 911 s'ils ne veulent pas appeler le 911. Et notre recommandation, c'était que les appels pouvaient être divertis du 911, mais ils pouvaient aussi appeler le 211 ou ils pouvaient appeler l'agence directement s'ils veulent être sûrs à 100% que seulement l'agence va recevoir l'appel. Ils peuvent appeler ce numéro et dire « Je veux m'assurer que Cahoots vient intervenir » et non pas la police. Donc,
si les gens auront la possibilité de faire cela. The next question is more Prochaine for question, to as well, even indigenous communities c'est or plus pour les communautés communities too, as well as how indigènes could these forms of mobile ou crisis response rurales. programs be Comment est-ce scaled que ce to more type vulnerable communities? de modèle peut Yeah, être that's a adapté good aux question. And we're communautés talking about isolées et smaller rurales? C'est une bonne municipalities question. Il y a des Northampton, Massachusetts, for municipalités plus example, petites comme Northampton dans le Massachusetts. C'est une communauté de 28 000 personnes, donc des endroits beaucoup plus petits qui sont en train de bâtir des équipes similaires. Il y a d'autres considérations qui viennent avec les communautés plus petites, avec les communautés plus grandes. Le problème, c'est comment intégrer de façon efficace et desservir tous les gens qu'on a besoin de desservir. Chaque communauté a ses propres obstacles, mais ça peut être fait. Il s'agit de parler à la communauté, de déterminer quels sont leurs besoins, ce qu'ils veulent voir, et d'essayer de voir qui sont les personnes dans ces petites communautés qui font déjà ce travail ou une forme de ce travail. Il faut capitaliser sur les aptitudes que les gens vont déjà amener à la table pour diriger ce type d'équipe. My next question, going back here, is Prochaine question. the service would be good in high needs neighborhoods. Est-ce que le service serait bon pour des voisinages à haut niveau de besoins? Là, par exemple, dans les communautés noires ou indigènes, est-ce que vous avez eu l'opportunité de travailler avec des associations communautaires? Est-ce que votre organisation a fait l'évaluation de qualifications culturelles pour répondre aux besoins de ces communautés racialisées? Notre organisation a participé à beaucoup de conseils de ville. Nous avons notre conseil consultatif, mais nous ne sommes pas l'agence qui prend le leadership sur comment communiquer ou faire de l'engagement avec les personnes de couleur, noires et indigènes à Toronto, juste parce que nous sommes une organisation à but non lucratif relativement nouvelle. Il y a d'autres organisations qui desservent ces communautés depuis des années et des années et qui ont bâti une relation de confiance pendant ce temps. Donc, une organisation, par exemple, à Toronto, qui s'occupe de la communauté noire, et ils ont pris le leadership au niveau de l'aptitude culturelle. Et bien entendu, c'est la même chose. Les organisations indigènes ont pris le leadership pour faire de l'engagement avec les personnes indigènes. Donc, on a fait une partie du travail, mais nous ne sommes pas les intervenants clés dans ce travail à Toronto. C'est parce que nous sommes beaucoup moins établis dans la communauté que d'autres organismes. So many wonderful On questions. a beaucoup de très bonnes questions, mais je vais, 55, so this is il nous reste que 5 minutes, donc ça va être les dernières questions. Je veux remercier l'audience, le public pour toute leur participation et toutes leurs questions. Et vous aussi, Rachel, vous avez fait un très bon travail, mais la dernière question, c'est anonyme. Ça dit merci pour votre présentation, mais selon vous, est-ce que vous pensez que les cas de santé mentale ont beaucoup augmenté par rapport pendant la pandémie, par rapport à avant la pandémie? Est-ce que vous avez pu constater une augmentation des appels? Oui, on sait des appels qui ont été placés au 911, que les appels reliés à la santé mentale ont augmenté énormément. On entend la même chose des agences communautaires qui reçoivent beaucoup d'appels, en particulier les lignes de crise, les équipes mobiles. Ils ont reçu une énorme augmentation du volume des appels. Donc, ça montre qu'il y a un écart dans notre communauté et beaucoup d'autres communautés qui est créé par le fait de ne pas avoir les ressources qui appuient les gens, qui aident les gens de façon efficace pendant une pandémie où beaucoup de gens vivent des obstacles à leur santé mentale qui sont élevés, qui sont augmentés. Merci. Je pense que ce que nous allons faire maintenant, il est 12h56, nous allons conclure, à moins que nous voulions inclure une question de plus, mais sinon, je pense que peut-être une petite question. Comment est-ce que ce programme répond au problème
que les communautés, dont les communautés ont parlé avec les travailleurs sociaux et la violence, les situations violentes qu'ils peuvent créer également. C'était une question qu'on a posée dans notre engagement communautaire. On voulait savoir des membres communautaires à qui ils faisaient confiance, qui ils voulaient voir dans leurs équipes. On a été surpris de voir que la majorité des gens noirs et indigènes aussi, ils voulaient des cliniciens en santé mentale sur leur équipe. On a aidé la ville pour faire un sondage beaucoup plus large et on a trouvé des choses similaires. However, because this has been a Cependant, topic of some parce que contention, ça a été un sujet un peu controversial, ce que la ville de Toronto a fini par faire, c'est de mentionner aux agences communautaires qui n'ont pas encore été sélectionnées qui va travailler dans l'équipe. Donc, ça a laissé des choses un peu ouvertes par rapport à qui va être le personnel. Ça doit être des gens qui ont de la formation importante et la capacité de faire ce type de travail. Et ils n'ont pas précisé si ça allait être des travailleurs sociaux, des membres, des travailleurs communautaires. Donc, c'est l'agence elle-même qui doit déterminer qui va être cette personne et l'espoir pour le pilote indigène et le pilote dans les communautés noires. Ils espèrent que ça va être dirigé par une organisation qui sert spécifiquement la population noire, indigène, etc. Donc, les gens qui travaillent sur cette équipe, leur rôle, ça va être des rôles auxquels la communauté font confiance. Il faut que ce soit des personnes avec qui la communauté va faire confiance. Merci beaucoup, Rachel. Je pense que vous avez besoin d'un bon verre d'eau avec tout ce que vous avez beaucoup parlé. Merci pour l'information que vous nous avez donnée. Je veux vous remercier pour partager votre information avec nous aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui sont en ligne, je sais que nous avons parlé de Kahoots. Rachel a parlé de Kahoots. Je voulais juste vous dire que nous allons avoir un autre événement en ligne, un webinaire le 19 mai, spécifiquement sur Kahoots. Il y a également le 5 mai, nous allons avoir le centre de réponse à la crise d'Edmonton et nous allons avoir Minwashin Lodge également le 16 juin, qui va parler de la réponse aux crises ici à Ottawa. Donc, nous avons hâte de vous parler à nouveau. Et avant de parler, je voulais juste dire merci à tous les participants pour venir partager vos réponses. Rachel, merci d'avoir partagé votre connaissance. Et je veux rappeler aux gens qui sont en ligne que nous avons un sondage électronique à la fin. Donc, ça va apparaître sur votre navigateur. Si vous voulez bien le remplir, ça nous aide. Et nous apprécions beaucoup votre participation et ça guide nos présentations à venir. Alors, encore une fois, merci tout le monde. C'est le début d'un sentier d'exploration pour répondre aux besoins de santé mentale. Alors, merci. Au revoir. À la prochaine.